un des objets considérés comme les plus étranges dans l'histoire de l'art, qui est un objet qui est attesté de Jean Colonna, mais on ne sait pas qui est Jean Colonna, qui est un objet qui date de 1499, ça on en est sûr, et qui porte l'énigmatique titre Dipterotomachia polyphylie. Alors cet objet, c'est ça. C'est donc un énorme livre, très gros, 184 feuillets, avec un format très grand, 42 par 32. C'est un format assez colossal, 1499. C'est donc ce qu'on appelle un incunable. C'est un objet qui a été le texte pour partie rédigé à partir de 1467 par un personnage qu'on ne connaît pas, j'y reviendrai après. Et après, il y a eu un travail extrêmement long, donc de mise en page, et un travail de gravure. Il y a 172 gravures qui ornent cet ouvrage, et qui en font un des objets les plus étranges, les plus beaux et les plus énigmatiques de l'histoire de la production. Il est donc 489, il est donc ce qu'on considère étant un incunable, et il est imprimé, puisque c'est avant 1500, c'est-à-dire le moment où il y a de nouvelles prises en compte de techniques d'impression, entre autres liées aux inventions qui ont été faites à ce moment-là, et il a été imprimé par les soins de Aldo Manuzio, ou autrement dit en français Aldo Manus, qui est un des plus grands imprimeurs et un des plus grands typographes du XVe et du XVIe siècle. Il a été pendant extrêmement longtemps, et encore aujourd'hui, on le qualifie de plus beau livre du monde. Et il demeure encore aujourd'hui comme un des objets les plus énigmatiques, puisque c'est très très difficile de le lire, c'est extrêmement difficile de le comprendre. Il y a une multiplicité de choses encore aujourd'hui à l'intérieur qui nous échappent et dont on ne sait pas exactement quoi faire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un objet qui est typiquement un objet de la Renaissance. Il date de la fin du XVe siècle, et il est typiquement ces objets de la Renaissance qui vont accumuler des niveaux de savoir très hétérogènes, très complexes, et qui vont en fabriquer une sorte de récit plus ou moins initiatique, récit fondamentalement emblématique, et qui vont amonceler tout ce qui arrive comme nouvelle connaissance. On est à la fin du XVe siècle, on sait qu'il y a un déferlement de livres qui sont arrivés depuis la récupération des bibliothèques de Byzance. Il y a des livres qui sont partout, on traduit abondamment, on redécouvre. C'est le moment où on s'ouvre à une passion pour l'archéologie partout en Italie. Et donc, on démultiplie les ouvrages, on démultiplie les connaissances. Et cet ouvrage est absolument symptomatique de cette furie de cette période où on va fabriquer des objets extraordinairement composites qui sont des accumulations et des collages d'un nombre absolument invraisemblable de savoir. Il est écrit en langue dite macaronique, puisque c'est un texte qui est donc en latin, n'importe quoi, en italien, mais qui mêle en permanence à l'italien le latin, le grec, l'hébreu et l'arabe. C'est un livre qui contient des hiéroglyphes, qui sont tous faux, mais il y a des hiéroglyphes, et c'est historiquement le premier livre publié en France qui contient des caractères arabes. Les caractères arabes sont quasiment tous justes, les caractères hébreux aussi, le grec aussi. Quelquefois, il y a des problèmes d'espace, mais bon, ça tient plus à des problèmes de réédition, mais en tout cas, ça tient. Et donc, c'est un ouvrage très complexe qui mélange tous ces textes. Et donc, il a été considéré, donc évidemment, comme étant le plus beau livre du monde, et surtout, il a été considéré comme étant une avancée technique extraordinairement importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce livre a été composé, donc il a été imprimé par Aldo Manuzio, mais il a été composé dans sa typographie par deux génies de l'époque qui sont Janson et Griffon, qui ont utilisé des toutes nouvelles typos qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui sont des typos avec des empattements, et qui portent aujourd'hui le nom que vous connaissez très bien, puisqu'on les regroupe dans une famille qu'on appelle les Garaldes. Et les Garaldes, c'est ce qui fait la synthèse entre Claude Garamond et Aldo Manuzio. Garalde, c'est l'ensemble de ces familles entre l'imprimeur français Claude Garamond et l'imprimeur vénitien Aldo Manuzio, et c'est ça qui compose cette grande famille de tous ces lettrages à empattement et qui vont faciliter, puisqu'on va quitter les lettrages gothiques qui sont infernaux et qui ne permettent pas la lecture, et donc on va révolutionner. Donc ce livre est révolutionnaire pour ça, parce qu'en fait c'est une grande révolution typographique. Et c'est aussi un livre révolutionnaire parce qu'il contient 172 gravures, et que ces gravures, on en reparlera tout à l'heure, vont établir une relation entre le texte et l'image qui est une relation totalement nouvelle. Et c'est une relation qui va être extrêmement importante pour la compréhension de l'objet.
Techniquement, cet objet a été un fiasco, c'est-à-dire qu'il est sorti en 1499, il a coûté une fortune absolue. Vous vous imaginez, c'est des années de travail, c'est des planches à graver, chaque page, il faut les faire, etc. Donc, il a coûté une fortune et ça a été relativement un fiasco. Il est resté, donc c'est un objet qui était hors de prix, donc il est resté comme objet dans les cours vénitiennes et dans les cours italiennes, mais il a peu été, ça a peu marché au début. En fait, ça a marché de manière étrange à sa deuxième réédition, en 1545. Il est réédité à Venise en italien, et en même temps, sur une commande de François Ier, il est traduit en français et imprimé par l'imprimerie royale en 1546 en français. Une impression qui va coûter aussi extrêmement cher, et à partir de ça, l'objet va se diffuser avec une force assez incroyable et va devenir un objet absolument emblématique dans toute l'histoire du XVIe siècle et en partie sur l'histoire du XVIIe siècle. On en reparlera ultérieurement. L'objet porte donc le titre d'Hypnerotomachia polyphylie. Alors, hypnerotomachia, c'est un mot qui est composé de 3 mots. Il est composé de hypnos en grec qui veut dire le songe, érotos qui veut dire l'amour, ou éros l'amour, et maché qui veut dire le combat. Donc, si on traduit le titre, c'est un songe en combat d'amour. Et de Polyphile, qui est le nom de ce personnage. Alors Polyphile, on en reparlera tout à l'heure. Polyphile qui techniquement veut dire celui qui aime Polia. Et Polia est le personnage féminin qui conduit l'exercice de cet objet. Le titre complet du livre, le titre est extrêmement intéressant et à plein des égards. C'est Hypnerotomachia polyphylie ou biumana omnia non nisi omnium esse ostendit ad que orbiter plurimas quitu sanequam digna commemorat, ce qu'on va traduire de manière rapide en le songe en combat d'amour de Polyphile, où l'on montre que toutes les choses humaines ne sont que des rêves et où l'on mentionne plusieurs choses dignes de mémoire. Tout l'enjeu hermétique de l'objet, c'est ça, c'est de considérer que tout ce que nous produisons est vain, mais que parmi ces choses, quelques éléments vont être sélectionnés et que ces quelques éléments sélectionnés vont être commentés. Et le livre ne sera qu'un incessant commentaire de l'ensemble de ces objets. Alors, avant d'en arriver là, il faut que je vous indique un certain nombre de choses, parce qu'il y a plein de petites choses extrêmement étranges dans cet objet. L'auteur des gravures, autant que l'auteur du texte, sont quasiment anonymes. En tout cas, pour l'auteur des gravures, on est sûr, c'est quasiment anonyme. Même la signature d'Aldo Manuccio est quasiment anonyme à l'intérieur du livre. Tout ça est assez étrange. On imagine aujourd'hui que ça pourrait, parce que c'est très proche de son style, cet objet aurait pu être fait, ou en tout cas sous l'égide du travail de Benedetto Bordone, qui était un grand graveur et un grand dessinateur de la fin du XVIe siècle, du XVe siècle, pardon. Quant à l'auteur, alors ça c'est beaucoup plus drôle, parce que l'auteur, en fait, le livre a été publié de manière anonyme. Il n'y a pas d'auteur dans le livre. Sauf que quelques décennies plus tard, on s'est rendu compte que, ça c'était un grand jeu de l'époque, en fait, il y a un immense acrostiche qui court le livre. C'est-à-dire que le livre est composé de 38 chapitres. Chaque chapitre commence par une immense lettrine. Si vous faites la suite des 38 lettrines qui composent chacune des chapitres, on obtient une phrase. Et la phrase que vous obtenez, l'acrostiche que vous obtenez avec les 38 lettrines, donne la chose suivante. Poliam frater Franciscus Columna per amavit. Ce qui veut dire frère Francesco Colonna aima intensément Polia. Ce qui serait donc la signature cachée de l'ouvrage. Alors, certes, c'est bien gentil, une fois qu'on sait ça et qu'on a compris ce bazar, qu'est-ce qu'on en fait de cette chose? Alors, on a deux problématiques, c'est qu'on n'a jamais réussi à vraiment savoir qui était Francesco Colonna. On a deux hypothèses. Soit c'est un moine franciscain qui vivait à Venise et qui a été un opérateur d'un nombre assez incalculable de traductions et de copies de textes. Donc ça pourrait être ce Francesco Colonna, sauf qu'on n'a aucune certitude. Et l'autre hypothèse qui a été avancée, alors qui pose des problèmes de date, parce que si on considère que le texte tel qu'on a les sources a commencé en 1967, en 1467, il aurait été un peu jeune, mais l'hypothèse est beaucoup plus intéressante. Il pourrait s'agir d'un Francesco Colonna, seigneur de Palestrina, qui était un aristocrate du côté de Rome et qui était un immense savant
et surtout un archéologue, et qui serait la seule possibilité d'arriver à justifier le contenu archéologique de l'objet. Parce que l'objet contient des descriptions archéologiques et des objets archéologiques qui réclament une connaissance qui est extrêmement forte, que le premier Francesco Colonna, a priori, n'avait pas. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qu'on fait de ça. Voilà, ça c'est une autre page. Donc vous avez à chaque fois toujours c'est très beau. Enfin, c'est assez magique cet objet. Vraiment, c'est assez magique. Vous avez des reproductions anastatiques qui sont très bien faites en Italie. Vous avez une reproduction anastatique qui est publiée par l'Imprimerie nationale avec l'objet en français. Et sinon, vous le trouvez sur la Bibliothèque nationale, sur le site de Gallica, où vous trouvez l'objet en entier et vous pouvez avoir accès à la totalité du contenu de cet objet. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce bazar? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Polyphile, qui aime Polia, sans retour de cette Polia. Et comme il n'y a pas de retour de cette Polia, en fait, il va s'engager dans une sorte de voyage initiatique jusqu'à arriver à l'île de Cythère, l'île d'amour. Bon, c'est pas très original, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous verrez que l'originalité ira ailleurs. Alors, la question, c'est qui est cette Polia? Qu'est-ce que j'en fais de cette Polia? Alors là aussi, un immense problème. Personne n'a jamais réussi à trouver une solution autour de Polia, parce que Polia, personne ne sait ce que ça veut dire. Et surtout, si on arrive à peu près à comprendre ce que ça veut dire, il y a deux étymologies possibles en grec sur Polia et qu'on n'arrive pas à savoir. Il y a une première étymologie qui est un substantif, Polia en grec, qui signifie la chevelure blanche. Et il y a une deuxième possibilité qui est que le mot Polia serait une graphie qui serait à partir du moment où c'est collé, comme vous faites Philosophia, etc., etc. Vous le collez à Philaine au début, donc ça fait putain, je vais pas y arriver. Ça fait Polyphile, pardon, puisque c'est mis devant. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ce poly de Polyphilia, de Polyphilius, pardon, ce poly ne serait pas le polien qui signifie la chevelure blanche, mais serait l'adjectif et adverbe grec polus, qui signifie nombreux, en grand nombre. Et donc à partir de ça, vous avez deux possibilités d'entendre ce que veut dire polyphile. Soit polyphile veut dire l'amoureux de la chevelure blanche, donc l'amoureux d'une vieille femme, soit alors, ça veut dire l'amoureux de la diversité, l'amoureux de l'infinie multiplicité des choses. Alors évidemment, dans les deux cas, personne ne sait ce qu'on peut faire avec, c'est un double sens. Est-ce que cette chevelure blanche renvoie à une forme de la sagesse? Personne ne le sait, ça n'est noté à aucun moment dans le truc. Polia est très jeune à l'intérieur du roman. Donc on ne sait pas. Donc en fait, il y a un double truc qui est une énigme autour de ça. Moi, je préfère le considérer que ça renvoie à l'adjectif polus, qui signifie nombreux. Moi, je préfère le comprendre comme ça. Donc, une fois qu'on a compris ça, comment fonctionne le livre? Le livre fonctionne avec des descriptions, ce qu'on appelle des exphrasis, donc qui est le grand lieu, évidemment, de la rhétorique de l'époque. Ça fait des exphrasis de bâtiments, d'œuvres, de cérémonies, de rituels. Là, vous avez par exemple 2 exphrasis de triomphe. Vous en avez plusieurs des triomphes, donc qui sont à la fois faits dans le texte et à la fois faits dans l'image. Mais vous en avez d'autres. Là, vous avez une exphrasis qui est faite sur un temple à Hermès. Vous en avez plein d'autres. Vous avez toutes sortes c'est une série de descriptions de ces objets. Et ensuite de ça, vous avez encore plus vaste que les ekphrasis, vous avez ce qu'on appelle des prosopopées, des hypotyposes et des personnifications. Et ça c'est infini. Vous en avez de dieux, de déesses, de nymphes, de monstres, de lieux, de jardins, d'artopierres, de sculptures, d'objets, de bijoux, de fontaines. Ça n'arrête jamais. Donc ce qui veut dire que le texte est une très très longue glose, probablement très souvent extrêmement ennuyeuse, de très très longues gloses qui décrivent et qui commentent les objets que traverse Polyphile. Donc, c'est ce qu'on appelle, à l'époque, et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui, un roman allégorique. D'accord? C'est-à-dire, c'est un roman qui va produire, qui va faire traverser, qui va utiliser un personnage et qui va lui faire traverser un monde qui est rempli de choses autres, ce qu'on appelle en grec une allos agoreio, c'est-à-dire allos qui veut dire autre, et agorein qui veut dire parler, agoreio qui veut dire parler, c'est-à-dire vous allez produire en fait un monde autre
C'est ça l'espace de l'allégorie. Et c'est depuis ce monde autre, rempli d'objets qui appartiennent à des espaces de ruines, à des espaces archéologiques et à des espaces connus, c'est depuis ce monde autre que vous allez fabriquer ce roman initiatique et vous allez le faire exister à l'intérieur de ce roman. Et l'ouvrage est donc composé de 2 grands chapitres. Il y a un premier chapitre à l'intérieur duquel c'est le songe, c'est la quête du songe. Polyphile s'endort, le début du roman, Polyphile s'endort dans une forêt assez dense, il s'endort au pied d'un arbre, et puis immédiatement il rentre en rêve et il est propulsé dans ce pays imaginaire à la poursuite de Polia. Et puis il va traverser ces objets, il va voir toutes sortes de bâtiments, etc., qu'il va décrire de manière extrêmement précise. Et le deuxième chapitre du livre, au sens propre, c'est la partie qui relève de la machia, c'est-à-dire du combat. C'est un long discours entre Polyphile et Polia, où ils vont longuement parler de l'art, etc., etc. Et de ces objets qui ont été décrits, etc., et de tous les rituels qui vont autour. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait de cet objet? C'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'un objet qui est déjà difficile à décrire, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. La première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est essentiel pour arriver à comprendre la mentalité de la fin du XVIe. Il est parfait pour ça. C'est un objet qui est exemplaire pour comprendre comment à la fin du XVIe, on travaille dans un rapport de complexité incroyable et de combinatoire infini. Et évidemment, toujours fondé sur la référence à l'antique. Deuxième chose, il nous permet de comprendre de manière très forte ce qui est l'essence du XVe siècle, qui est ce qu'on appelle l'image symbolique et l'image allégorique. Ce qu'on appelle la structure emblématique de l'image. C'est-à-dire c'est une combinatoire entre une image symbolique, ce que vous voyez dans l'image, il y a un symbole, et cette image, elle est allégorique puisqu'elle est produite dans un monde autre qui vous permet de démultiplier la possibilité de ces interprétations. Et ça vous permet de construire ce qu'on appelle une image emblématique. Alors les images emblématiques, le livre en est rempli, mais si vous prenez les images de Dürer, c'est pareil, que vous prenez Mélancolia ou d'autres, ce ne sont que des emblèmes, c'est-à-dire des objets qui accumulent à l'intérieur, dans un espace allégorique, qui accumule toutes sortes d'objets symboliques. Et à partir de ça, vous fabriquez des images qui sont des images où vous avez la possibilité de lire, vous avez la possibilité de fabriquer des combinatoires à l'intérieur de ça. La troisième chose qu'il faut comprendre de cet objet, c'est une autre fascination propre au XVe et au XVIe siècle, qui est la fascination de la glose. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où on redécouvre un nombre incalculable d'objets du monde, et la question c'est que ce qui est propre à l'art du XVIe et propre surtout à l'art du XVe, c'est la glose. On produit du commentaire en permanence. Incessamment, il faut produire du commentaire. Cet objet en est l'exemple le plus absolu. C'est-à-dire que cet objet, je ne vous mens pas, cet objet est quand même extrêmement long et pénible à lire. Il y a des pages qui n'en finissent jamais, où il y a des descriptions de fontaines ou de buissons dans des jardins, mais c'est d'une longueur, c'est absolument épouvantable. C'est vraiment très très long. En plus, il faut se taper la langue très compliquée, des références qui sont quand même quelquefois improbables, avec des citations latines, grecques, hébraïques qui ne sont pas traduites, qu'il faut retraduire, ou il faut aller voir des notes, etc. Ce qui a été d'ailleurs le grand travail de l'édition française. L'édition française, en 1546, a traduit tous les textes étrangers et a aidé quand même à une compréhension et à raccourcir un certain nombre de textes. Mais la première version est quand même particulièrement longue et particulièrement difficile à lire et difficile à comprendre. Mais ça fait partie de ce grand espace de ce début de la Renaissance où le commentaire est la chose la plus fondamentale. Et quatrièmement, ce qu'il faut comprendre, qui est l'autre grand enjeu de cet objet, c'est qu'il faut comprendre que cet objet, même s'il y a eu un peu de délai, mais à partir des années 1540, cet objet va être pour le XVIe, le XVII et une partie du XVIII va être un objet absolument fondamental. Il faut comprendre par exemple que la colonnade de Versailles, Mansart, s'est inspirée d'une des gravures de l'Iptérotomaca polyphylie. Il y en a plein d'objets, il y a un nombre incalculable, c'est-à-dire que toute la configuration du jardin que le nôtre fait pour Versailles, c'est l'Iptérotomaca polyphylie. C'est un objet qui aura nourri chantiers architecturaux, chantiers de jardin, qui aura nourri tout l'art de cour. Baldassare Castiglione en parle.
ça a nourri un champ de toute la grande aristocratie européenne des 16 et 17 d'une manière très forte. Et surtout, ça aura nourri un champ aussi complètement délirant, c'est que à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, tout le monde va être persuadé en fait que ce livre contient des formules secrètes. Et donc tout le monde va s'acharner à l'interpréter comme étant un livre secret d'alchimie. Et donc les gens vont fabriquer des formules, vont calculer des trucs, etc. Rien ne fonctionne, mais en tout cas on est persuadé qu'il y a quelque chose qui est contenu autour de ça. Et puis encore aujourd'hui, ça reste quand même un des objets les plus importants. Je ne sais pas si certaines ou certains l'ont vu, probablement pas, parce que pour la plupart vous n'étiez pas nés, mais quand Jean Loisy fait son exposition à Avignon qui s'appelle La beauté in fabula, la première pièce qui était présentée, qui était dans une des cuisines du Palais des Papes à Avignon, étaient présentés 3 objets absolument incroyables. Était présenté un tableau octogonal en losange de Hans Holbein, qui était un cavalier qui court. Était présenté la pluie de Marcel Brotars, cette vidéo extraordinaire où un arrosoir fait couler de l'eau et Marcel Brotars n'arrive pas à écrire et l'encre s'efface. Et dans une vitrine était présenté l'Ipterotomachia polyphylie de Jean Colonna. Et donc ça donnait évidemment toute l'ouverture de l'exposition et ça donnait un champ d'interprétation sur les relations hermétiques et herméneutiques des objets dans l'histoire de l'art, et que cet objet évidemment est un des modèles les plus importants. Puisqu'on en est là, dernier élément et qui sera ma conclusion pour finir cette question-là, c'est de comprendre que cet objet était évidemment fondamentalement ancré sur la question de la pluralité, et qu'il est ancré sur ce qu'on appelle une structure amphibologique. C'est-à-dire il faut comprendre qu'il y a des couches et des couches et des couches et des couches de lecture à l'intérieur de cet ouvrage. Et que c'est ça qui en fait un ouvrage fondamentalement ce qu'on va appeler hermétique. Alors, quelles sont les couches qui sont comprises à l'intérieur de ça? Première couche, je vous rassure, j'en ai pas 25, j'en ai que 5. Première couche, c'est que c'est un roman initiatique. C'est un roman qui raconte l'histoire initiatique d'un garçon qui s'endort, qui part dans un monde et qui rêve d'un cheminement qui va lui permettre d'accomplir en fait un processus initiatique qui devrait l'emmener jusqu'à l'expérience de ce qu'est l'amour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que, évidemment, pour nous, ça paraît étrange, mais pour le 16e, ça l'est moins, 15e, 16e, ça l'est moins, que c'est un traité d'architecture. C'est-à-dire que vous traversez des espaces où sont décrits des obélisques, des voûtes, des colonnades, etc. C'est un immense traité d'architecture. Troisièmement, il faut comprendre que c'est un traité archéologique. C'est-à-dire que le traité d'architecture qui est fait, il n'existe que parce qu'il s'agit d'une description extrêmement précise d'un nombre incalculable de sites archéologiques qui ont existé auparavant. Alors que ça renvoie à une fascination de cette seconde moitié du XVe siècle, mais en tout cas, ça peut se voir comme un traité archéologique. Quatrièmement, il faut le voir comme un livre de mystère, c'est-à-dire comme un livre hermétique. Alors, comment on comprend l'hermétisme de cet ouvrage? La première chose, c'est qu'on le comprend parce que c'est un livre difficile, voire impossible à lire. C'est-à-dire que ça demande un effort pour y rentrer. Et cet effort est assez complexe. Ça demande beaucoup enfin voilà, il faut vraiment rentrer dedans. Et il faut imaginer qu'à l'époque, ça demande une connaissance, ça demande des modes de lecture, ça demande une opérativité très complexe pour arriver à rentrer dedans. Donc, la première chose, c'est la difficulté de lecture. La deuxième chose, c'est que c'est un livre révolutionnaire parce que c'est un livre qui va inventer un mode totalement nouveau de relation entre image et texte. Jusqu'à présent, l'image et le texte sont dans une relation ou de traduction ou d'illustration. Ici, dans l'Ipterotomachia polyphylie, le rapport entre texte et image est un rapport d'interdépendance. Le texte n'est jamais premier, tandis que l'image n'est jamais première. Voire même, on peut même considérer que, moi je l'ai fait plusieurs fois, on peut même considérer qu'on ne peut lire ce texte qu'à partir de la lecture des images. Il y a 172 gravures. Et dans les gravures, il y a un nombre d'informations absolument incalculable. Et donc, il y a une interdépendance, il y a une interrelationnalité entre le texte et l'image, qui en fait le premier objet historique à ce point, et qui en fait une invention d'une extraordinaire puissance, et qui encore aujourd'hui est d'une extraordinaire force et d'une extraordinaire innovation. Et cette interdépendance, elle est extrêmement, extrêmement importante. L'autre chose qu'il faut comprendre pour comprendre que ce texte est un texte hermétique, c'est qu'il faut comprendre que la grande partie de la narration, et ça c'est extrêmement étonnant pour nous, la narration n'existe pas dans le texte, la narration existe dans l'image. Le texte est quasiment exclusivement concentré et consacré à la glose.
Le texte décrit les bâtiments. Le récit, il est dans l'image. C'est dans l'image que vous comprenez ce qui arrive à Polyphile. Ça aussi, c'est d'une invention totale pour l'époque, extraordinairement fort. Le récit n'est pas dans le texte. Le récit est quasiment que dans l'image. Et alors, c'est ce qui fait, par exemple, que si jamais vous avez le temps de le regarder, mais je vous invite à le regarder, et je vous invite à aller sur Gallica, hein, c'est très simple, hein, vous faites Hypterantomachia polyphylie, vous tombez dessus, et vous pouvez faire voir tous les folios du livre, et particulièrement le deuxième chapitre. C'est dans le deuxième chapitre qu'il y a le plus de choses, et c'est le deuxième chapitre où les gravures sont les plus extraordinaires pour la question de la narration. Dans le premier chapitre, les gravures, c'est beaucoup des gravures de bâtiments, beaucoup des gravures d'architecture. Et dans la deuxième partie, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus vivant. C'est dans la deuxième partie que vous comprenez vraiment fondamentalement les rapports entre les deux. Et tout ça, évidemment, se lit parce que dans les gravures, vous avez toutes sortes de bâtiments. Sur les bâtiments, vous avez du texte partout, puisqu'il y a des épigraphies partout, et que le texte, vous le comprenez à partir du moment où vous lisez les dimensions épigraphiques qui a indiqué dans tous les objets, dans tous les bâtiments qui sont faits. Bon, les deux seules images que je vous ai montrées, il n'y a pas d'épigraphie, mais croyez-moi sur parole. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre cette question-là. L'autre chose qu'il faut comprendre pour arriver à saisir que c'est un objet qui est hermétique, c'est qu'il faut comprendre que c'est un ouvrage qui est dit idéographique. C'est-à-dire que la compréhension de l'objet et la lecture de l'objet doit se faire par une lecture d'idéogramme. C'est-à-dire qu'il y a des images et que c'est ces images, avec tout ce qui est indiqué dans les images, qui vous permettent de rentrer dans une appréhension. Bon, je suis désolé, c'est très flou, hein, mais dans une compréhension et une appréhension des événements, dans les multiplicités des détails qui peut avoir lieu dans les objets. Et puis, dernière chose pour comprendre que c'est un objet qui est hermétique, c'est qu'il y a une fascination de ce qui sera appelé à la fin du XVIe siècle. Ce livre sera considéré comme le plus beau livre du monde, et surtout, ce livre sera considéré comme le livre des choses cachées. Et donc, il y a cette croyance qu'il y a des multiplicités de lectures qui peuvent se faire à l'intérieur et qui maintiennent l'idée que c'est un ouvrage à mystère et un ouvrage herméneutique. Et enfin, puisque je vous avais dit qu'il y avait 5 points pour comprendre cette histoire de la pluralité, donc ça, c'était le 4e, l'hermétisme. Et la dernière chose qui permet de comprendre cet objet, qui est à mon sens un des objets pour ça les plus importants, c'est que, vous vous souvenez, le premier, j'ai dit que c'était un roman d'amour initiatique. Et bien le dernier, j'affirme qu'il s'agit en fait d'un roman initiatique conceptuel. Parce que la question, c'est qu'au bout d'un temps, c'est pas l'initiation de Polyphile qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est votre propre initiation en tant que lectrice ou lecteur. Et c'est là où cet ouvrage est absolument génial, c'est que c'est un roman initiatique, mais un roman initiatique dans lequel vous avez allégoriquement un Polyphile et matériellement vous, lectrice ou lecteur, qui parcourez le cheminement du processus. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile. C'est un cheminement qui est très long. Et ce cheminement, il passe dans cette interrelation entre le texte et les images.